Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Les dossiers chauds du moment, ce sera avec notre analyste Frédéric Gomez chez Pharmium Securities. L'entretien est lui consacré à Olivier Soula, directeur général d'Adocia. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour notre point d'actu Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, on a plein de choses à dire, il s'est passé énormément de choses. On va essayer de faire le tri dans l'actualité récente du secteur des biotech, notamment française. On va peut-être commencer par Acticor, avec deux nouvelles, déjà une nouvelle levée de fonds et le premier patient de l'étude dans l'infarctus. Alors, la nouvelle levée de fonds, elle était nécessaire. Donc oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ils avaient tenté l'an dernier, puisqu'en novembre, ils avaient levé un peu plus de 2,5 millions, 2,6 millions de mémoire. Donc, ça faisait partie de cette longue liste de biotech françaises qui avaient besoin de renforcer sa trésorerie. Maintenant, c'est chose faite. Donc, ils augmentent la visibilité financière. Donc, ça, c'était un bon point. Et on va pouvoir se tourner. Alors, il y a l'étude dans l'AVC qui est principale. Alors, l'étude dans l'infarctus, on rappelle. Voilà. Donc, l'étude dans l'infarctus, elle est commencée. C'est une belle étude. Mais l'élément clé, l'événement clé dans l'histoire prochainement, c'est quand même les datas de l'étude de phase 2B3 attendue dans l'AVC. C'est censé être au deuxième trimestre, donc très prochainement. C'est très bientôt. Et on espère que les résultats seront positifs et que ça a confirmé les données prometteuses et intéressantes qu'on avait vues avant. Oui. Donc pour rappel, c'est quand même une belle étude, parce qu'il y a quasiment 500 patients. Ils ont changé le critère primaire et ça c'est important. Ça a permis de réduire le nombre de patients nécessaires et d'aller plus vite. Exact. Et surtout, ce qui est important dans le changement, c'est qu'ils vont vraiment regarder la mortalité. Et ça, c'est une chose qui est clé pour les agences réglementaires, aussi pour les payeurs, pour fixer le prix du médicament. Là, l'objectif, c'est de montrer une réduction de la mortalité quand on associe le Glinzo avec le standard de off-care de traitement qui est la thrombolyse. Donc, une belle étude. Maintenant, on va croiser les doigts pour eux. Bon, allez, on touche du bois avec des résultats qui sont attendus prochainement. Il fallait aussi qu'on parle de NFL Biosciences, déjà parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et puis parce qu'il y a un vrai mouvement de hausse sur le titre depuis le début de l'année. Peut-être l'occasion de faire un rappel sur cette société et l'état de ses développements cliniques. Alors, c'est une société qui travaille dans le sevrage tabagique, alors qui a une approche un peu atypique. On voit le besoin en tout cas, hein, Frédéric. Il y a des gros besoins, mais c'est vrai qu'elle est partie d'un extrait de tabac où on a en fait retiré la nicotine. Donc c'est quand même assez original comme approche. Donc on a vu un regain d'intérêt sur le titre depuis quelques semaines. Maintenant il faut dire que comme beaucoup de sociétés françaises, elles avaient quand même aussi souffert l'an dernier. Donc là, il y a un rattrapage. On va dire qu'il y a un rattrapage. Et le catalyste en fait de ce rattrapage, c'est que ils ont fait une étude avec le CEA où ils ont essayé de rechercher un peu quel était le mécanisme d'action. Comment est-ce qu'on pouvait justifier de l'action des molécules. Et ils ont trouvé une zone du cerveau, le thalamus, qui montrerait qu'il y a une action centrale. Et c'est vrai qu'élucider ou clarifier un peu le mécanisme d'action, c'est toujours quelque chose d'important, parce que c'est des choses que les agences réglementaires regardent. Maintenant, un peu dans le même cas de figure qu'Acticor, ils ont une belle étude de phase 2B qui est en cours. CESTO2, dont on attend également les résultats prochainement, donc encore là un news flow. Milieu de l'année, c'est ça? Juillet a priori. D'accord. Il y a un peu plus de 300 patients, et une fois de plus, c'est bien de montrer du fondamental sur le mécanisme d'action, mais derrière, c'est mieux d'avoir des résultats. Voilà, si ça ne se traduit pas d'une manière clinique en termes d'efficacité, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, encore un gros catalyste à venir, mais c'est vrai que la société s'est quand même bien rattrapée par rapport à sa position d'il y a quelques mois encore. Bon, il y a aussi un news flow à suivre dans les semaines, enfin dans les mois qui viennent. On va parler aussi de la NASH, parce que là aussi, il y a eu des nouvelles, notamment cette autorisation de mise sur le marché, on l'avait évoqué, obtenue par Madrigal. Et puis, on a eu Inventiva, avec à la fois la reprise du screening en études de clinique de phase 3 et aussi des résultats de phase 2. Légende d'ailleurs, il va falloir que vous m'expliquiez comment le titre a réagi, parce que j'étais un petit peu surpris, les résultats qui sont plutôt bons. Alors, les résultats sont plutôt bons. Maintenant, en fait, c'était une étude où il y avait zéro risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le premier patient recruté, on pouvait déjà écrire quelque part le titre, au moins le titre du communiqué de presse de l'étude. Parce que quand vous prenez des patients diabétiques de type 2 atteints de NASH, et que d'un côté, vous leur donnez du placebo, vous savez très bien que le placebo, il ne va pas agir sur la glycémie et sur le marqueur de la glycémie qu'on regarde, qui est l'hémoglobine glyquée. Et quand vous avez des bras actifs ou donnez un traitement qui est le Jardiance, un nom commercial, en combinaison ou seul avec le Lani, évidemment, l'antidiabétique, il marche. Donc, vous savez que là, vous allez voir une réduction de l'hémoglobine glyquée. Donc, quelque part,
comme le critère primaire, c'était sur ce facteur-là, vous saviez déjà que l'étude, elle serait positive. Après, on a regardé aussi un peu les critères hépatiques. Et là, au final, on va dire globalement, ils sont bons. En tout cas, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est conforme plus ou moins à ce qu'on a vu. Le vrai problème, fondamentalement, sur Inventiva, c'est sa trésorerie, puisqu'on sait qu'on a encore quelques trimestres de trésor, et qu'on ne peut pas aller dans l'absolu jusqu'au bout de l'étude. Il va falloir que l'HT se refinance. Et ça, c'est quand même une chape importante, une chape de points importante sur la société. C'est 2026 les résultats de l'étude? Les résultats dans la NASH sont attendus pour 2026, donc il y a encore beaucoup de temps, et il faut financer coûte que coûte la société. Donc ça pèse vraiment énormément sur le titre. Moi, je serais tenté de dire quand même le bon côté, c'est que cette étude, elle a enfin repris, puisqu'elle avait été mise en attente suite à un effet indésirable grave qui a été constaté. Il y a eu quelques modifications du protocole pour pouvoir reprendre le screening des patients. Et compte tenu de l'AMM de Madrigal et surtout de l'environnement concurrentiel dans la NASH, parce qu'il y a quand même encore quelques sociétés qui sont actives dans la NASH, il faut absolument qu'Inventiva aille le plus vite possible, finisse le recrutement le plus vite possible, pour qu'on puisse se projeter sur les datas et éventuellement sur un lancement commercial. Mais voilà, tout le monde bouge, il y a des acteurs qui bougent et il faut qu'Inventiva bouge. Plutôt une bonne nouvelle, du coup, cette autorisation de mise sur le marché de Madrigal pour Inventiva, ou est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'ils vont un peu paver la voie, si je Voilà, peux dire. c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, parce que ce qui avait pesé jusque-là sur ces histoires-là, c'était l'échec d'Intercept. Et sur le fait que malgré les études cliniques menées par Intercept, la FDA avait dit non. Là, au moins, l'avantage de cette AMM, c'est qu'elle clarifie le chemin réglementaire. Donc, quelque part, maintenant, il n'y a plus qu'à copier ce qu'a fait Madrigal. Si on fait un copy-paste de ce qu'a fait Madrigal, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc ça, c'est quand même un signal positif. Ensuite, bien évidemment, on va guetter le succès commercial de Madrigal. Une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que les biopsies n'étaient pas obligatoires pour mettre les patients sous traitement. Ça, c'est quand même une bonne chose. Le coût de traitement annuel, alors là encore c'est aux US, il faudra l'adapter éventuellement à ce qui se passe en Europe, mais pas désagréable, puisqu'il est sous les recommandations de... Il y a ce qu'on appelle l'ICER, il y a des groupes de payeurs qui, avant que le médicament soit commercialisé, essayent d'évaluer un peu le bénéfice et le coût pour la société, et ils se sont mis légèrement en dessous de la recommandation qui avait été faite. Donc Madrigal, c'est vrai que c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, Inventiva n'est pas seule. Il y a plein de sociétés quand même qui sont actives. Il y a une société basée à Hong Kong, enfin côté à Hong Kong, Ascletis, qui développe la même approche que celle de Madrigal en ciblant le récepteur aux hormones thyroïdiennes. Il y a Akero qui lui regarde le facteur de croissance du fibroblast. Voilà, il y en a quelques-unes qui sont actives, donc il faut absolument qu'Inventiva reste dans la course. Et la question, est-ce qu'on aura encore la NASH quand tout le monde sera sous GLP-1? Excusez cette transition extrêmement acrobatique pour reparler de ce sujet qu'on évoquait la semaine dernière, notamment sur la hausse de Viking Therapeutics. Et on se demandait avec vous, Frédéric, dans ce point d'actu, s'il y avait d'autres biotech comme ça, prometteuses dans ce domaine des GLP-1 sur les antidiabétiques, sur les anti-obésité. Alors, c'est bien parce que, quelque part, Novo Nordisk a aussi une phase 3 avec son GLP-1 dans la NASH. Ça veut dire que le pont, il existe. D'accord. Et la frontière est très poreuse entre les deux indications. Alors, il y a de multiples approches qui sont poursuivies par différentes sociétés. C'est vrai qu'il y a quand même une tendance de fond, c'est à faire des combinaisons de différentes molécules avec des mécanismes d'action qui soient complémentaires. Et le GLP-1, c'est un peu un backbone. C'est-à-dire que... il est toujours là, quoi. C'est la base, et puis après, on fait des variations avec ça. Et après, on voit, alors Novo Nordisk a son GLP-1 qu'ils associent à un analogue de l'amiline. Bon, Eli Lilly a ouvert la voie avec Zepbound, où c'est un GLP-1 et un GIP. Donc oui, il y a quelques sociétés qui me semblent moins intéressantes. Alors, il y en a une qui est européenne, donc c'est pour ça qu'on voulait un peu la présenter, qui est une société danoise qui s'appelle Zealand Pharma. Alors, Zealand Pharma a un long passé en fait dans l'IVD parce qu'ils avaient même une molécule avec Sanofi il y a très longtemps. Et puis Sanofi n'a pas été capable commercialement de réussir. Mais eux, ils développent en fait une association de GLP-1 avec un GLP-2. D'accord. Et ce qu'ils recherchent en fait, c'est que le GLP-2 est exprimé notamment au niveau hépatique, au niveau de l'intestin. Et quand on fixe une molécule sur ce récepteur-là, en fait, on constate une activité anti-inflammatoire. Et c'est vrai que les patients malheureusement obèses souffrent d'inflammation.
Je parlais pas de l'inflammation chez les patients de NASH, mais il y a aussi un corollaire entre l'inflammation et le degré de risque au niveau cardiovasculaire. Donc l'idée en fait de Zealand, c'est de se dire on a le GLP-1 dont l'activité cérébrale pour perdre du poids est connue. Si en plus on peut potentialiser tout ça avec aussi une action anti-inflammatoire, on peut avoir au final un résultat sur l'obésité et sur le risque cardiovasculaire qui est vraiment amélioré. Ils ont fait des données, ils ont sorti des données sur des modèles animaux qui étaient un peu intéressants, qui montraient que quand ils comparaient chez l'animal leur molécule GLP-1, GLP-2 versus la molécule star d'Eli Lilly, sur la réduction de la masse grasse, ils faisaient mieux qu'Eli. Parce qu'on sait tous qu'il y a un problème, est-ce qu'on perd de la masse musculaire ou est-ce qu'on perd du muscle? Ouais, c'est ça. Et le vrai souci à l'heure actuelle, c'est que les molécules ont tendance aussi à perdre du muscle. D'ailleurs, ce qui justifie certaines acquisitions faites par Eli Lilly, où ce qu'ils veulent, c'est des molécules où on s'attaque plus à la masse grasse et moins à la masse musculaire, et on préserve la masse musculaire. Ça, c'est un peu le combo, c'est le combo magique. Idéal, c'est ça. Et Zealand, les données qu'ils ont sorties, pour le moment, alors, ça reste de l'animal. Il va falloir voir les données chez l'homme, qui sont d'ailleurs en cours, qu'on devrait avoir prochainement. Mais ils ont sorti des données qui étaient relativement intéressantes et prometteuses. Et un peu comme Acticor ou même NFL, on attend les résultats d'une petite phase 2 sur 54 patients de mémoire, avec cette combo GLP1, GLP2, et on attend ça au premier semestre, donc c'est tout proche. Bon, on aura le droit de suite sur tous ces sujets, il va falloir qu'on en reparle dans les mois qui viennent. En tout cas, un nom, cette biotech danoise, Zealand Pharma. Merci pour ce point d'actu très complet, Frédéric. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Olivier Soula, directeur général d'Adocia. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Alors, on se parle alors qu'il y a une actualité récente pour Adocia. Vous venez d'annoncer, Olivier, une ligne de financement avec Vester, c'est votre partenaire financier, pour un montant qui peut aller jusqu'à 12% de votre valorisation. Au cours actuel, ça fait à peu près 15 millions d'euros. Comment il faut interpréter cette opération? Quelle en est sa nature précise? C'est une très bonne nouvelle pour la société. Et pour commencer, je voudrais insister sur le fait que c'est d'abord une augmentation de capital, réalisée ce jour à 2 millions d'euros, avec la participation des deux principaux actionnaires, la famille Soula et Vester Finance. D'accord. Ces 2 millions d'euros sont partagés, donc, comme je disais, 1 million d'euros, Gérard Soula, cofondateur, président, un membre de la direction et moi-même, et 1 million d'euros de Vester Finance. D'accord. C'est avec ce même Vester Finance que nous signons une ligne de financement en fonds propres, dite PACEO, pour consolider notre trésorerie. Cette ligne de financement a pour vocation de nous assurer un bridge avec les revenus attendus de notre partenaire, avec des négociations en cours, et elle est capée en termes de nombre d'actions. D'accord. On signe pour 1,7 million d'actions qui pourront être converties en tant que de besoin, sous le contrôle du management d'Adocia. Donc vous pouvez maîtriser un petit peu la dilution, c'est ce que je comprends quand je vous écoute, Olivier, c'est ça? La dilution est définie au maximum à 1,7 million d'actions, soit ces fameux 12% que vous venez de citer, et nous pouvons évidemment la réduire en fonction de nos financements annexes. Est-ce que c'est, parce que là, quand on entend parler de ligne de financement, on pense souvent au CAPSA, est-ce que c'est de même nature ou est-ce que c'est un petit peu différent, qu'on soit précis sur la façon dont ça fonctionne? C'est très différent, ça n'a même, on pourrait dire, rien à voir, puisque les OCAPSA, c'est des lignes obligataires. Ici, on parle d'une ligne de financement en fonds propres, et donc l'OCAPSA, c'est un engagement sur un montant. En conséquence, il n'y a pas d'engagement sur le nombre d'actions émises. Ici, on l'a dit, c'est un engagement sur un nombre de bons de souscription convertis pour une action, c'est-à-dire 1,7 million d'actions au maximum. Donc la dilution ne peut pas être supérieure à 12%. Et comme je viens de le dire, nous avons le contrôle de cette conversion et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Et du coup, c'est vraiment une ligne de financement backup. Donc ligne de financement backup, parce que cette question du financement, bien sûr, on se la pose, parce qu'on s'était vu en octobre dernier, on avait bien sûr parlé de cet accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur M1 Prime, 10 millions d'euros pour un droit exclusif de négociation d'un partenariat
mondial sur le produit. Je ne vous fais pas l'histoire, vous la connaissez mieux que moi. Vous espériez une conclusion de cet accord d'ici la fin 2023. On est en mars, ça prend 2024, ça prend plus de temps que prévu et tout le monde se demande pourquoi certains actionnaires, il faut le dire, s'inquiètent même que l'accord puisse ne pas se faire. Alors où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez un horizon à fournir aux investisseurs? C'est la question du moment, hein, vous vous en doutez. Bien sûr, c'est notre priorité aussi. Et c'est notre principale activité, c'est ça sera notre première échéance pour la société. Donc, on travaille activement à ce projet d'établissement d'une collaboration avec Sanofi. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de calendrier. Et je peux dire que c'est prévu. Les discussions se poursuivent. Les discussions sont actives et nous comptons bien finaliser d'ici les prochains mois. D'ici les prochains mois, question aussi j'avais envie de vous poser. On a assisté avec un petit peu quelquefois de surprise à l'énorme succès des GLP-1 aux États-Unis sur toute l'année dernière avec voilà, des noms de grands laboratoires, Lilly, Novo Nordisk. Et on se rend compte aujourd'hui que des diabétiques de type 1 aux États-Unis peuvent avoir recours à ces traitements pour se soigner, pour certains avec des résultats positifs. C'est pour le moment pas autorisé, ce qu'on appelle off-label aux États-Unis par la FDA. La question qu'on se pose tous, est-ce que finalement la FDA pourrait autoriser ce type de traitement pour les diabétiques de type 1, qui est la population visée par Emampram? Et est-ce que là, ça ne ferait pas une sacrée concurrence à votre produit? La réponse est clairement non. Oui. Comme vous l'avez dit, ces produits ne sont pas approuvés et ils ne le seront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été étudiés chez les diabétiques de type 1, ni par Novo, ni par Lilly. Et les nouvelles générations développées par Novo et Lilly ne sont pas testées à nouveau sur les types 1. Comme vous le savez, ils sont testés sur les types 2, sur la population générale qui souffre d'obésité. Donc, ces produits ne sont pas approuvés et ils ne le seront pas pour de nombreuses années. Par contre, vous le dites, il y a une minorité de patients qui ont recours. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin pour ces gens qui souffrent d'obésité et de surpoids d'avoir recours à un traitement qui leur fait perdre du poids. Donc, on voit bien que le besoin est là. Et notre approche, elle est purement physiologique pour les diabétiques de type 1. Je rappelle que Emampram est une insuline à laquelle on a ajouté de l'amyline, qui est l'hormone qui est co-sécrétée avec l'insuline par les cellules bêta qui sont défaillantes chez cette population. Et du coup, on rétablit la physiologie, on rétablit une régulation du poids en face d'une insuline qui en fait perdre. On a désormais une insuline qui fait perdre du poids. Donc ça, c'est le caractère unique de notre produit et qui ne sera donc pas en concurrence avec les GLP-1. Vous auriez pu me poser la question... Sur les diabétiques de type 2? Bah oui, j'allais vous la poser. Évidemment. Oui. Et pour les diabétiques de type 2, là aussi, nous ne sommes pas en concurrence. On peut voir un des nouveaux projets de Novo pour le traitement de l'obésité chez les diabétiques de type 2 et chez la population générale, c'est de combiner de l'amyline, un analogue de l'amyline longue action, avec un analogue du GLP-1. Donc on voit bien qu'il y a un effet synergique. Toutes les preuves sont là. Ces deux hormones de satiété qui sont tout à fait complémentaires. Donc, même pour les diabétiques de type 2, et nos projections, c'est que l'opportunité de marché du Emampram est aussi grande chez les diabétiques de type 2 que chez les diabétiques de type 1. Et même pour cette population, il y aurait tout à fait intérêt pour les gens, encore une fois, qui sont en situation de surpoids, d'obésité, de remplacer leur insuline qui leur fait prendre du poids par une insuline qui leur en fait perdre. Qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas du GLP-1. Et s'ils prennent du GLP-1, l'effet sera d'autant plus grand, d'autant plus intéressant. Bon, très clair en tout cas sur ces explications. Bien sûr, c'est le sujet, on l'a dit, du moment, mais il y a d'autres choses dans l'actualité de Osia. Il y a BC Lispro, BC Combo en développement en Chine avec votre partenaire, Tongkroa Dangbao. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend des résultats de phase 3 pour BC Lispro et on attend un démarrage d'études de phase 3 avec BC Combo cette fois-ci. À la clé, paiement d'étape de 20 millions d'euros pour les deux produits. Là aussi, où est-ce qu'on en est? Quand est-ce que les news vont tomber? Et je sais déjà un petit peu votre réponse puisque c'est dans les mains de votre partenaire. C'est ça, j'ai fait plusieurs fois la même réponse et je vais réitérer cette réponse. Je ne peux pas donner plus de détails. Je peux dire que les projets avancent bien et que nous avons
encore l'objectif de recevoir cet argent en 2024. D'où, je le répète, cette opération de financement qui consiste à nous amener jusqu'à ces paiements d'étape. Bon, voilà, en tout cas, ça reste sur 2024. Il faut aussi forcément qu'on parle d'Adoshel. Je rappelle, l'ambition, c'est quand même de fournir une belle promesse, une solution curative pour les diabétiques de type 1. On a eu des nouvelles données précliniques en novembre dernier. Peut-être vous voudrez nous dire un mot là-dessus. Est-ce qu'elles ont conforté votre confiance dans la plateforme? Vous aviez pour ambition de vous rapprocher du développement clinique. Quelle distance reste-t-il à couvrir pour annoncer ce démarrage? Nous y travaillons. Nous travaillons à l'établissement d'un dossier réglementaire pour solliciter une autorisation de demande d'entrée en clinique. Et notre objectif est de soumettre ce dossier d'ici la fin de l'année. Et nous avons un certain nombre de développements chez l'animal pour établir ce dossier. Donc ça, c'est notre objectif technique, opérationnel. Et il y a aussi un objectif business, comme je l'ai dit, qui est de trouver un partenaire dans l'année sur ce projet très ambitieux qui a de bonnes chances d'être licencié avec des résultats sur animal. Bon, il va s'en passer des choses en 2024, Olivier Soulin. On va terminer, vous l'avez déjà dit, mais on va être vraiment très clair. Vous aviez fin décembre 13 millions d'euros trésorerie, il y avait une consommation de 3,8 millions d'euros au 4e trimestre. Vous avez donc ces réserves en fonds propres qui sont renforcées avec Vester. Quand je vous écoute, ça va suffire pour faire le joint avec peut-être cet accord qui va se conclure avec Sanofi dans les mois qui viennent et ces paiements d'étape qui sont attendus de votre partenaire chinois. C'est ça l'ambition, clairement. Vous avez très bien résumé la situation et je veux réitérer l'esprit de cette opération, mais on l'a bien compris, c'est un financement de bridging avec notre principal actionnaire, après nous la famille Soulin, Vester Finance, ce qui fait que Vester Finance est parfaitement aligné avec les intérêts de tous les actionnaires. L'opération proposée par Vester Finance, ce PACEO, cette ligne de financement en fonds propres, est là pour renforcer la trésorerie, nos capacités à négocier, l'avancée de notre projet qui font la valeur de la société. L'esprit, c'est bien d'avoir tout ça sous notre contrôle et de l'utiliser en tant que de besoin. C'est bien dans cet esprit que Vester Finance a fait quelque chose qu'il ne fait jamais. En signant cette ligne de financement en fonds propres, il a rajouté 1 million d'euros au capital, en actions ordinaires, sans décote, à nos côtés. Ça dit bien pour Vester, qui accepte avec ce financement un lock-up jusqu'à la fin juin, que confiance, on peut le dire. La confiance, le projet de faire monter le cours, le projet de rendre la société plus forte, d'être un actionnaire significatif et qui pense comme nous. Voilà. Et ça, c'est ça qui nous a décidé à faire cette opération. C'était une belle opportunité et nous sommes ravis pour tous nos actionnaires. Bon, et des nouvelles qui vont encore tomber sur cette année 2024. On en attend beaucoup. Merci en tout cas Olivier Soulin pour toutes ces explications. Je vous remercie. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.